peut-être même que ta maman, elle fait des fellatio et que elle prend du plaisir à faire des fellatio. Vous fumez, monsieur. Le football, il lâche. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. On se retrouve pour la petite vidéo actu du samedi. C'est pas la plus simple à faire. Je l'avoue, quoique le lundi aussi, c'est pas mal. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur Hakim Benotman. Vous allez voir la version non censurée. Quand Hakim Benotman a mis mon adresse sur les réseaux. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Le député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, a définitivement été condamné pour violence volontaire en réunion. Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, déjà fiché S, a été définitivement condamné pour violences volontaires en réunion. Une décision devenue officielle après son renoncement à faire appel. Les faits se sont déroulés le 24 avril 2021 à Lyon en marge d'une manifestation identitaire. Un jeune homme de 18 ans est alors pris à partie par 6 personnes, dont Raphaël Arnaud, alors fondateur de la Jeune Garde, un groupuscule antifasciste dissous depuis juin 2025. Le groupe interroge le jeune homme pour savoir s'il participe à la manifestation. Même s'il assure être là par hasard, il est plaqué contre un mur. On lui demande d'enlever sa veste pour vérifier l'absence de tatouage nazi. Refusant de déverrouiller son téléphone, il est projeté au sol. Il s'en sort avec un jour d'ITT. Raphaël Arnaud, identifié par ses vêtements sur les images de vidéosurveillance, puis reconnu par la victime, avait d'abord nié toute présence avant de se raviser lors d'un procès en février 2022. À l'audience, il disait avoir voulu interpeller un militant d'extrême droite et reconnaissait avoir empêché le jeune homme de partir même s'il contestait l'avoir plaqué ou fait tomber. Le tribunal correctionnel de Lyon avait condamné Raphaël Arnaud à 4 mois de prison avec sursis et 1600 € de dommages et intérêts qu'il a depuis payé à la victime. Le futur député avait fait appel, il était donc présumé innocent. Il a finalement renoncé à cet appel, rendant sa condamnation définitive. L'avocat de la victime évoque un préjudice moral et psychologique important et dénonce des méthodes d'un autre temps. L'avocat de Raphaël Arnaud, lui, n'a pas souhaité réagir. Politique, toujours. Louis Sarkozy continue de prendre la parole. Il se présente à la mairie de Menton, mais il continue aussi d'être la risée des réseaux sociaux. Là, il était en direct sur le plateau d'RMC. Alors, non seulement il lisait un prompt ou un papier, mais en plus de ça, il paraissait complètement déconnecté. Il y a même des gens dans les commentaires qui disaient « mais c'est de l'IA ou pas ?» Oui, la solution ici comme ailleurs, Apolline, c'est plus et pas moins de liberté. Ce qui tue les automobilistes, c'est l'assistanat. Je plaide pour une immense simplification de nos routes, supprimer les feux rouges, les lignes blanches, les panneaux de signalisation, en bref, rendre le citoyen responsable de sa propre conduite au lieu qu'il la délègue intégralement au code de la route. Non mais attendez, ça va être la jungle, Louis Sarkozy. Vous soutenez vraiment la suppression de toute signalisation? Du moins, Apolline, sa grosse et sa simple simplification. Ce concept s'appelle les Naked Roads, les routes nues, inventées par l'ingénieur néerlandais Hans Monderman. L'idée est très simple. Regardez l'enquête que vous avez citée. 95% des usagers de la route ont peur du comportement des autres. Les routes nues utilisent précisément cette peur. Quand il n'y a ni trottoir, ni feu rouge, ni ligne blanche, tout le monde fait davantage attention, les citoyens se responsabilisent et s'installe alors ce que les chercheurs appellent une négociation implicite entre usagers. Ils deviennent 2, voire 3 fois plus prudents. Alors j'imagine quand même qu'il y a aussi des mauvais côtés, non, à ces naked roads, comme vous dites. Oui, eh bien, il semblerait que le seul véritable problème, comme vous le dites, c'est qu'elle fonctionne moins bien pour les personnes âgées et les personnes malvoyantes. Mais c'est à peu près tout. Notons que la fluidité du trafic n'est pas affectée par ces réformes. Et d'ailleurs, la vitesse moyenne baisse malgré l'absence de limitation explicite. C'est exactement l'inverse de l'autoritarisme bureaucratique parisien. On augmente la liberté et on observe une amélioration du comportement. On va parler maintenant de Thibaut Garcia. Alors, on va pas parler de son divorce, on va pas parler de ses problèmes avec son ex Chana. On va parler de quelques passages issus de la vidéo avec le bouseux. Dans cette vidéo, ils se sont retrouvés à Dubaï, ils ont parlé de plusieurs sujets.
comme par exemple le fait que Dubaï peut être intransigeant si tu enfreins les règles. Tu peux dire l'anecdote de ton pote ou pas? Quelle anecdote? Avec le bout de shit. Ah ouais, en fait en gros, ouais, mais c'était il y a 10 ans, hein, ça s'est quand même assoupli. Mais quelqu'un que je connais qui est arrivé et qui avait un minuscule mini crayon de shit qui venait de Marrakech et ils l'ont vu, ils l'ont analysé, il est resté 45 jours quand même. 45 jours en prison à Dubaï. Mais on parle de ça il y a 10 ans. Ouais. Et après blacklisté du pays, donc plus jamais il peut aller. Il peut plus aller quoi. Ouais, il y a plein d'histoires comme ça. T'as aussi si tu insultes quelqu'un sur internet, Ok. genre par exemple tous mes haters actuels, là, s'ils habitaient à Dubaï, je pourrais les envoyer en prison. Qui est pour eux, ouais, c'est Filmer vrai. quelqu'un à son insu. En fait, ici, la propriété intellectuelle, elle est. Ou privé, ouais. Tout est protégé, quoi. Et la prison qui est à Dubaï, elle est dans le désert. Il y en a plein, je crois. Mais Ok. oui, en général, elles sont dans le désert. Parce que je me suis demandé, je sais pas si c'est au Qatar ou quoi, les gars, dites-moi si je dis n'importe quoi, mais il y a des prisons en mode, t'es pas vraiment dans une prison, c'est un goulag. Style en mode, tu dors dans un truc, la nuit vraiment un peu miteux, et toute la journée tu travailles. Ah ouais? Toute la J'ai journée pas tu bien- travailles. J'avais c'est cru bizarre. entendre ça, mais est-ce que c'est vrai, je sais pas. Le mieux, c'est de pas être en prison. Anecdote intéressante, on en reparlera dans la vidéo que je ferai vendredi prochain sur la chaîne principale. Est-ce que Dubaï est surcoté ou pas? Vous savez que j'y suis allé il y a pas si longtemps que ça, et je vous donnerai mon avis sur cette ville. Il a parlé d'autre chose. Il a parlé du fait que voilà, les Français manquent peut-être un petit peu d'ambition. Regardez l'extrait. Si tu pars à Dubaï, c'est en mode, ouais, tu vas esquiver les impôts, tu vas pas payer, donc ça veut dire que tu renies ton pays. Puis il y a beaucoup de jeunes Français, tu sais, qui ont percé, parce que maintenant tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent à 15, 16, 17, 18 ans, et du coup qui partent à Dubaï directement pour faire leur boîte et pas perdre de temps, quoi. Quand tu as un travail qui te permet de pouvoir être nomade, si tu pars à Dubaï, c'est en mode, ouais, tu vas esquiver les impôts, tu vas pas payer, donc ça veut dire que tu renies ton pays. Puis il y a beaucoup de jeunes Français, tu sais, qui ont percé, parce que maintenant tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent à 15, 16, 17, 18 ans, et du coup qui partent à Dubaï directement pour faire leur boîte et pas perdre de temps, quoi. Quand tu as un travail qui te permet de pouvoir être nomade, pourquoi se priver? Après, il n'y a pas que Dubaï non plus. Hein. Tu as plein qui vont à Bali. C'est vrai que l'ambiance à Dubaï, j'ai l'impression que c'est très entrepreneuriat, sans jugement et peut-être plus business, quoi, vraiment que business. Ouais, après, c'est Tu te comme mets aux dans US. une bulle, quoi. Quand tu pars dans un endroit qui est très axé business, ben forcément, tu traînes avec des gens qui sont business, donc ça te donne des idées, ça te brainstorm, t'es Il y a bien. moins de jalousie. Ouais, bah en France, si tu restes bloqué dans ton village ou dans ton truc, à parler avec des mecs et fumer des clopes et refaire le monde et parler des gens sur les réseaux, tu avances pas, quoi. Si vraiment t'as des ambitions, bah, t'es obligé de traîner avec des gens qui ont autant d'ambition que toi et du coup, les idées fusent et bam, t'as des trucs. Tu traînes avec des gens qui ont déjà réussi, ça te motive et ça te donne envie de faire pareil. Tu dis pourquoi eux et pas moi. Ça peut être un challenge, ouais, comme tu dis, challenge. ouais. Mais c'est vrai que moi, les gars, je vous dis la vérité, je me vois pas du tout quitter la France, quoi. Je suis tellement amoureux de ce pays, de tout ce qu'il y a et des gens. Bon, déjà, à Dubaï, il y a plein de scammers, il y a plein de voleurs. Et aussi, si tu fais un commerce physique à Dubaï, partons sur un restaurant par exemple, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Parce qu'en France, il y a un salaire minimum. À Dubaï, tu pourras avoir des serveurs qui sont des Pakistanais, des Indiens, et c'est ce qui se passe très souvent, et les payer 250, 300 euros par mois. Voilà, il n'y a pas autant de charges, etc. Donc en fait, pour 2 personnes en France, t'en as 10 là-bas. C'est quand même pas la même chose. Mais ça, on en parlera vendredi prochain. Élise Lucet et ses équipes de Cash Investigation se sont intéressés au groupe LVMH et surtout aux méthodes de Bernard Arnault. Et vous allez voir dans ces extraits que derrière la lumière se cache une grosse part d'ombre. Des hauts cadres nous ont raconté l'envers du décor. Ils ont été amenés à côtoyer Bernard Arnault. J'ai peur de témoigner. Ce groupe est tellement fort et puissant qu'on s'attend à tout. Ces salariés ont eu des postes importants au sein de LVMH. Des directeurs, des dirigeants et même un ancien PDG de marque. Certains ont accepté de nous parler, mais à une seule condition, préserver leur anonymat. Ce n'est donc pas leur silhouette que vous verrez, ni leur voix que vous entendrez. Mais leurs propos sont bien fidèles. Vous, Bernard Arnault, vous l'avez croisé dans votre travail? J'ai vu Bernard Arnault à plusieurs reprises dans les réunions de groupe. Parfois, il arrive et il est tout à fait menaçant. Il va poser des questions de ce qu'il fait là. Pourquoi il est à ce rendez-vous? Parce que ce que la maison fait est nul. Et il va perdre son temps. Bernard Arnault, c'est diviser pour mieux régner. Il aime pas quand les patrons de marque s'entendent bien. Il fait tout pour que tout le monde se déteste. Un de nos témoins nous assure qu'il arrive même que des directeurs soient surveillés. Les employés d'LVMH, il y avait des enquêtes sur eux, ils ne le savaient jamais. Si ce cadre est au courant de ces méthodes, c'est parce qu'il nous affirme avoir été un indique pour les services de sécurité LVMH. Il évoque des rendez-vous réguliers à l'extérieur de son bureau avec un prestataire.
le dirigeant d'une société spécialisée dans le renseignement, qui travaille pour LVMH. J'ai pas peur de Bernard Arnault, mais j'ai peur de cette personne-là. C'était complètement confidentiel. Personne ne savait que je voyais cette personne, même pas mon boss. Personne ne savait. C'était fait complètement à part. Tout est culture de l'oral chez LVMH. Donc on me le dit hors du bureau. On me donne rendez-vous que dans des restaurants à l'extérieur. Ce n'est jamais moi qui paye pour qu'il n'y ait aucune trace. Donc tout est calibré, millimétré pour que ce soit invisible. LVMH, ce qu'ils voulaient, c'était checker les dirigeants sans que les dirigeants sachent qu'ils se font checker. Ces rendez-vous confidentiels, nous avons pu les confirmer en consultant les messages téléphoniques entre ces deux individus. La dernière fois, on avait vu un extrait de Maëva Guénam qui parlait de sa collection de Noël sur le plateau d'Aja. Ils en ont parlé. Alors, c'est une femme qui s'appelle Karine, je sais pas du tout qui c'est. Mais en tout cas, pour elle, ce qu'elle fait, c'est pas en accord avec sa religion. Est-ce que pour toi, c'est gênant, tu vois, de mettre ces brumes qu'elle vend en avant sur fond de Noël? Ah, c'est haram. T'étais pas prêt. Ah non, j'étais pas prêt. Ça veut dire quoi, c'est halam? Non, mais si ça veut dire que c'est contraire à la loi coranique. Si tu es musulmane, après, moi, je juge encore personne. Tu me demandes mon avis. Si tu es musulmane vraiment pratiquante, tu fais pas tout ça. Non, c'est pas vrai. Justement, elle a dit qu'elle a lu le Coran. Enfin, elle s'est justifiée. Mon grand-père est kabyle. Hein. Il dit 5 fois par jour la prière. Et alors, qu'est-ce qu'il t'aurait dit, ton grand-père? Ah bah moi, j'aurais pas pu faire ça. Hein. Et je suis pas musulmane. Ah. Je pratique pas, mais si tu veux, si tu peux faire ce qu'elle fait, moi, c'est son business et voilà. Why not, quoi? Je veux dire, c'est pas moi qui vais la juger, elle a trouvé sa manière de gagner sa vie, et pas de souci. Mais effectivement, pour ceux qui pratiquent la religion, je parle des musulmans, tu peux pas faire... ça. Parce que elle s'est justifiée dans une vidéo, justement. Je parle pour ceux qui pratiquent. Bien sûr, oui, mais justement, moi je pense qu'il n'y a pas une manière en fait de pratiquer ni l'islam, ni la religion chrétienne, ni chacun fait comme il veut. En fait, genre franchement, je pense que c'est là où tu as tort. Moi je suis d'accord avec toi, tu connais mon avis là-dessus. Personnellement, pour moi c'est facile, je suis chrétienne. Mais j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est un pratiquant, qui a des règles et qui doit se soumettre à ces règles parce que c'est le choix. Non, je comprends ton avis de je pense que, mais s'il y a des lois et que toi tu es dans une religion où tu es censé respecter ces lois, il y en a pour qui... Mais franchement, genre il y a des musulmans qui font pas... Franchement, mais moi je connais des musulmans qui font pas 5 prières par jour, il y en a d'autres qui font 5 prières par jour. Il y en a qui mangent du porc, mais c'est pas la question. La question c'est pourquoi il y a des gens qui s'offusquent. Parce que tu vois, tu parles de commentaires. Moi, ces commentaires aussi, personnellement, je comprends pas. Mais je me dis très certainement, c'est pas des chrétiens qui ont écrit ces commentaires-là. C'est certainement des musulmans qui, eux, sont heurtés dans leur foi et leur pratique. Parce que surtout, le problème, c'est plus la pratique. Avant de parler du nouveau clip qui fait énormément réagir sur les réseaux provenant du live de Bastos, revenons un petit peu sur la fameuse gifle. Donc, l'anniversaire était organisé par une femme qui fait de la bienveillance qui s'appelle Danae. Elle était sur le plateau d'Aja et elle a parlé de la fameuse gifle. Moi, j'ai pas envie de dire mise en scène ou pas mise en scène. J'ai plus l'impression qu'effectivement, de mon point de vue à moi, attention, hein, il y a un contentieux effectivement entre eux. Il y a eu, voilà, cette qui a voulu être portée de ce que je pense moi et de ce que j'ai entendu. Moi, à un moment donné, je me retrouve là. Elle veut effectivement lui mettre une gifle et je sépare. Voilà. Parce que de son côté, Magali Berda, elle a un discours opposé à celui de Bastos. Ouais. Elle dit que c'était une mise en scène. Quelque part, elle se cache peut-être un peu derrière ça aujourd'hui pour justifier. Voilà. Elle se défend en disant que c'est une mise en scène. Mais lui, il dit que c'est pas une mise en scène. Il dit qu'il lui, tu l'as entendu. Il dit qu'il lui a dit qu'elle lui aurait dit j'ai envie de te et qu'il lui a dit si tu veux fais-le, mais dans ce cas-là que ce soit filmé. Mais demandez à Bastos, je n'y étais absolument pas. Moi, j'étais à l'intérieur. J'ai pas vu ça. Et Magali, c'est pas ton amie, mais c'est ta collègue. Vous en avez parlé après. Elle t'a dit non, mais c'était une mise en scène. T'inquiète pas. Non, pas du tout. Non, mais moi j'avais pas le temps de parler de ça en fait. C'était à mon anniversaire, il y avait des gens. Enfin, tu comprends bien que j'ai pas envie de parler de ça le jour de mon anniversaire. Et justement, parlons de Bastos. Il y a un nouveau clip de Bastos qui a beaucoup fait réagir, qui a pas mal choqué. En fait, il parle d'un mec qui s'appelle Emin. Ça doit être un candidat de télé-réalité, je connais pas du tout. Écoutez ce qu'il va dire. Emin, ta maman, elle fait l'amour. Ta maman, probablement, elle prend énormément de plaisir à faire du sexe. Parce que c'est un être humain et c'est extrêmement respectable. Ta maman, comme tout le monde, elle a un body count. Et oui, elle a un body count. Peut-être qu'il n'y a que ton papa, mais peut-être pas. Et c'est normal, c'est pas grave. Peut-être même que ta maman, elle fait des fellations et que elle prend du plaisir à faire des fellations. Elle le fait même peut-être pas pour faire plaisir, elle les fait peut-être parce que elle adore faire ça. Et c'est ok. Et ma maman, c'est pareil. Et il va falloir quand même apprendre à respecter ça. Et c'est pas plus ok
pour ton papa d'avoir été un gros charreau que pour ta maman. C'est des êtres humains. Et on va essayer de les traiter avec un peu plus d'égalité. Parce qu'en fait, en surprotégeant ça, c'est toutes les femmes que tu objectifies, que tu rabaisses, à qui tu fais du mal, dont ta maman. Désolé, tout le monde va peut-être être choqué, mais c'est la vérité. Et j'en ai rien à foutre de ta culture qui t'empêche de comprendre ça, mais il va falloir l'accepter. Séquence gorge profonde sur le plateau de TBT9 avec Mathieu Delormeau qui fait des... Alors, il y a 2 petites critiques à la fin, mais globalement, on est sur une belle prestation qui ferait rougir certaines girafes. En télé, t'es le meilleur, mais t'as aussi plein de défauts. Ce sont tes névroses qui font que t'es une machine de guerre, mais qui font aussi que dans la vie, parfois, t'es casse-couille. Vous êtes Christine Bravo, qui est culte. Et je me suis dit, ça peut ne pas passer. Vous n'êtes pas dit ça, vous, sincèrement, autour de la table? Moi, je me suis dit, t'es sûr que ça allait marcher. Vous voyez, elle a pris sa place très rapidement. Donc vous arrivez à, je sais pas moi, vous n'êtes pas annulé en fait avec elle. T'es en train de dire qu'il faut peu de charisme pour être producteur en fait. On peut avoir beaucoup de charisme aussi, et voilà, et vous arrivez à gérer ça. C'est qui votre modèle, vous, Mathieu, sans déconner? Ah, en télé? Ouais. Bah, j'allais dire, c'est vous. Moi, je reste persuadé qu'en tout cas, les 2 émissions qui auront marqué l'histoire de la télé, c'est Love Story, bien sûr, et Benjamin. Et vous. Ouais. Franchement, moi, franchement, vous avez 10 000 défauts, 20 000. 30 000. Ça commence bien. 30 000. On s'est aimé, on s'est désaimé et tout, mais en télé, je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes une machine de guerre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de truc qui est que il faut que les gens comprennent que quand on vous donne un conducteur, il y a marqué la séquence jeu durera 12 minutes. Ouais. Bon, voilà. Vous la commencez et vous sentez. Si vous sentez qu'au bout de 2 minutes, je ne sais pas, ça prend pas ou quoi, vous lâchez. Si vous sentez que ça va faire 12 minutes, ça va faire 1h20, et ben ça fera 1h20. Ça, faut le sentir en plateau. Je te dis la vérité, moi, je le sens pas tout le temps en plateau. Quand je regarde l'émission chez moi, je me dis, ah, c'est trop long cette séquence, c'était trop machin. Ça, c'est ça. Et tu sens, regarde, 11 ans d'émission. Quand tu regardes comment l'émission a évolué. 14 ans d'émission. Et effectivement, en général, l'émission dure 2, 3, 4 ans, puis après, tu as fait le tour des vannes, de tout et tout. Moi, j'étais persuadé qu'on dirait un jour, Cyril, mes chéris, gna gna gna, en 4 ans, ça va être un gars et machin. Tu t'es adapté chaque année avec la société, les sujets sociétaux et tout. Franchement, en télé, t'es le meilleur. Mais t'as aussi plein de défauts. Ce sont tes névroses qui font que t'es une machine de guerre, mais qui font aussi que dans la vie, parfois, t'es casse-couille. Il y a 2-3 ans, le streamer qui avait le vent en poupe, c'était Amaru. Il a un petit peu disparu, il est revenu depuis 1 ou 2 jours, et je vais vous montrer un passage qui me paraît intéressant. C'est le passage où il explique qu'il s'est fait voler de l'argent, scammer sur les canaux Telegram, notamment avec le copy trading. Je vois pas mal de gens qui font de l'argent dans le trading et tout, vas-y, moi je suis intelligent, je suis malin. Je vois pas mal de gens qui font de l'argent dans le trading et tout, vas-y, moi je suis intelligent, je suis malin, je comprends bien les choses, les gars. Vas-y, on va se lancer. J'ai perdu beaucoup d'argent, les gars. Je vous le dis yeux dans les yeux. D'habitude, quand je parle, je regarde le retour de stream. Là, je vous le dis dans les yeux, les gars. N'intégrez aucun Telegram. Je vous en supplie. Pas d'affiliation, pas de Telegram, pas de trading, les gars. Je vous en supplie. J'ai perdu tellement de fric, frère. Waouh! Waouh, frère. Je vais pas donner de montant, les gars. Je vais pas donner de montant. Mais la vie de ma mère, je m'arrachais des cheveux. En fait, même si jamais vous allez faire de l'argent, je vous jure, ce n'est pas worse. Même les jours où je faisais de l'argent, voilà, ce n'est pas worse, frère. Vu qu'il y a des nouveaux audios qui sont sortis, et vu que dans un de ces audios, le loup de la street, Hakim Benotman parle du loup de la street, d'ailleurs dans le même audio, il parle de moi, eh bien c'est arrivé aux oreilles du loup de la street, qui a fait une petite vidéo, et il n'y a pas à dire, sur ce terrain-là, le loup de la street, il est imprenable. Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est pas possible, c'est pas possible. On vous dit, jouez pas avec le loup de la street, arrêtez de jouer avec lui. Depuis 2019, 267 clash, 267 KO, vous continuez, vous voulez pas comprendre. Mais habish tfahmou, pour ceux qui comprennent l'arabe, ça veut dire il veut pas comprendre. Donc monsieur Holding, je suis presque à 1 milliard, non mais le loup de la street, je sais même pas c'est qui ce mec-là, hein? Tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Ouais, ils vont faire des shorts. En fait, la vidéo, elle va sortir dans maximum 1 semaine, même pas.
Et là, Ahmed, ils vont dire, cette vidéo, en fait, elle dit qu'il y a que des jaloux qui parlent sur Hakim, et il faut qu'on ait plein d'influenceurs qui disent Laurent Mazia Laurent Mazia, le loup de la street, et Fatih de Nanterre, là, ce sont eux les gros mythos et les gros jaloux. En fait, il faut plein d'influenceurs qui mettent en avant les 3 plus gros jaloux du territoire français. On sait enfin la vérité sur Hakim, c'est comme ça. Frérot, moi, il y a un truc que je comprends pas. Je suis une merde, je suis un clochard, je sais pas ce que je dis. Toi, t'es dans le futur, les holdings, les milliards. Et tu veux payer des influenceurs qui va venir dire du mal de moi et mentir comme tous les gens, ils ont essayé de mentir sur moi sur les réseaux depuis des années et je les ai tous terminés un par un ou en même temps. Mais frérot, tu viens de signer un contrat en or avec moi là, frérot. Mais vraiment, vraiment, espèce de grosse merde. Mais t'es con, tu le fais exprès. Déjà, quel influenceur dans cette dunya, dans ce bas monde Tazbi, va venir oser affronter mes grosses couilles de Chaoui? Déjà dans un premier temps, qui c'est qui est assez fou pour venir se frotter à un mec mqawoud comme moi mais عندوش فرانات. Comme dirait mon oncle depuis que je suis petit, wallah, il me disait انت عندك un problème, ما عندكش الفرانات. والله je pensais à mon oncle depuis que je suis petit, il me disait t'as عندك problème, ما عندكش خلاص الفرانات, ما عندكش la limite. Wallah, il me disait ça. Incroyable. Et toi, en 2025, t'as ouvert 2 nababs qui puent halal et tu veux ramener des influenceurs pour mentir sur moi et dire que je suis un jaloux, un hater, c'est un haineux. Frérot, wallah, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Après avoir vu cet extrait, j'espère que vous cliquerez sur le lien en description et en commentaire épinglé. C'est ma dernière vidéo sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, sur Hakim Ben Othman. J'espère, messieurs dames, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la vidéo sur Hakim. Bon voilà, le lien est en description, en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, non, Laurent de la Mousse vous salue. Je sais même plus qui je suis. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.